Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, il est 17h. Aujourd'hui, les conséquences politiques désastreuses du Brexit. Nous reviendrons sur la carrière de Michel Rocard, rejoindrons Alexia Souchet en compagnie d'un journaliste de l'équipe et enfin nous nous intéresserons à un business tout à fait étonnant, la location d'amis. Mais avant de donner la parole à notre équipe de journalistes, un rapide tour de l'actualité de la journée. L'Irak en colère après les attentats de Bagdad, plus de 210 morts et autant de blessés ce dimanche, il devient donc l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire. Ce gouvernement est un échec, déclare l'une des victimes. L'État vient de déclarer 3 jours de deuil national et souhaite renforcer les mesures de sécurité. Autre actualité internationale, une vague d'attentats suicides rares en Arabie Saoudite. Des kamikazes ont fait exploser leurs bombes lundi près de différentes mosquées, dont celle de la ville sainte de Médine. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées par le groupe terroriste Daesh, qui a pourtant perpétré plusieurs attentats suicides dans la région cette dernière année. Le bilan provisoire est de 4 morts et 5 blessés. Nous reviendrons sur cette information dans le journal de 18h. Du côté de la France, le rapport de la commission d'enquête sur les attentats de 2015 a rendu ses conclusions ce matin. Une refonte du gouvernement, c'est ce que préconise le député républicain Georges Fenech à la tête de la commission parlementaire. Il déclare que les attentats du 13 novembre n'auraient pas pu être évités. Après 6 mois d'enquête, c'est donc 39 propositions qui ressortent, parmi lesquelles un meilleur suivi des personnes fichées S, la création d'une agence nationale de renseignement ou encore une coopération internationale. Nous avons également une pensée pour les 700 000 candidats découvrant les résultats du baccalauréat aujourd'hui. Le suspense a pris fin ce matin à 8h pour les académies d'Aix-Marseille, Lyon et Orléans-Tours, tandis que les élèves de l'académie de Bordeaux ont dû retenir leurs larmes de joie ou de déception jusqu'à 16h. Pour les moins chanceux, les rattrapages démarrent dès demain et s'étendront jusqu'à vendredi, en particulier pour les candidats de confession musulmane célébrant l'Aïd. En cas d'échec, les élèves peuvent redoubler dans leur lycée, les résultats définitifs seront connus samedi. Et enfin, une bonne nouvelle pour la communauté scientifique, Jupiter dispose d'un nouveau satellite et son nom est Juno. Après 5 ans et 3 milliards de kilomètres parcourus, la sonde a réussi ce matin sa mise en orbite autour de la plus grosse planète du système solaire. L'objectif, en savoir plus sur les origines de Jupiter et sur son impact sur la vie terrestre. Elle passera donc 14 jours autour de la planète pour recueillir ces données. Après le référendum du vendredi 24 juin qui a annoncé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les politiques se déchirent et les pro-Brexit font profil bas. La succession de David Cameron au poste de Premier ministre reste incertaine, tandis que les Britanniques ne savent plus comment agir. Léonore Berger, envoyée spéciale au Royaume-Uni, a accepté de faire le point sur la situation. Effectivement, Ilona, la vie politique anglaise est mouvementée. Après une annonce de candidature, Boris Johnson lâche la bombe. Il ne succédera pas à David Cameron. Le parti conservateur se déchire. La favorite Theresa May fait de l'unification de son parti son cheval de bataille. La nouvelle dame de fer sera face à Michael Gove, considéré comme le Judas de son camp. Si les conservateurs sont dans la tourmente, ça ne va pas fort non plus chez les travaillistes. Jeremy Corbyn est détesté par la presse britannique. La moitié du cabinet fantôme démissionne. Un analyste politique de la BBC affirme même que ce n'est pas une scission, mais plutôt une implosion générale. Quant à Nigel Farage, le président europhobe de UKIP, il abandonne le navire, déclarant « Mon objectif de sortir de l'UE est atteint, j'ai accompli ma mission ». Si l'éclatement général des partis agace une majorité de la population, le naufrage anglais renferme son lot d'actes xénophobes, en forte augmentation depuis le Brexit. Les témoignages s'accumulent alors que les... Ok. Vous me faites un signe ? Après le référendum du vendredi 24 juin qui a annoncé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les politiques se déchirent et les pro-Brexit font profil bas. La succession de David Cameron au poste de Premier ministre reste incertaine, tandis que les Britanniques ne savent plus comment agir. Léonore Berger, envoyée spéciale au Royaume-Uni, a accepté de faire le point sur la situation. Effectivement, Ilona, la vie politique anglaise est mouvementée. Après une annonce de candidature, Boris Johnson lâche la bombe. Il ne succédera pas à David Cameron. Le parti conservateur se déchire. La favorite... Après le référendum du vendredi 24 juin qui a annoncé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les politiques se déchirent et les pro-Brexit font profil bas. La succession de David Cameron au poste de Premier ministre reste incertaine, tandis que les Britanniques ne savent plus comment agir. Léonore Berger, envoyée spéciale au Royaume-Uni, a accepté de faire le point sur la situation. Effectivement, Ilona, la vie politique anglaise est mouvementée. Après une annonce de candidature, Boris Johnson lâche la bombe. Il ne succédera pas à David Cameron. Le parti conservateur se déchire, la favorite Theresa May fait de l'unification de son parti son cheval de bataille. La nouvelle dame de fer sera face à Michael Gove, considéré comme le Judas de son camp. Si les conservateurs sont dans la tourmente, ça ne va pas fort non plus chez les travaillistes. Jeremy Corbyn est détesté par la presse britannique. La moitié du cabinet fantôme démissionne.
Un analyste politique de la BBC affirme même que ce n'est pas une scission, mais plutôt une implosion générale. Quant à Nigel Farage, le président europhobe de UKIP, il abandonne le navire déclarant « Mon objectif de sortir de l'UE est atteint, j'ai accompli ma mission ». Si l'éclatement général des partis agace une majorité de la population, le naufrage anglais renferme son lot d'actes xénophobes en forte augmentation depuis le Brexit. Les témoignages s'accumulent alors que les sympathisants du Leave temporisent et veulent ralentir au maximum le divorce avec l'Union européenne. Merci Léonore. Mort d'un cancer ce samedi 2 juillet à l'âge de 85 ans, Michel Rocard a marqué le paysage politique français des 50 dernières années. Antoine Paulet, journaliste politique, vous revenez pour nous sur sa longue carrière. Merci Ilona. Michel Rocard, né en 1930, rapidement, il sort diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Déçu par la SFIO, il fonde le Parti Socialiste Unifié, qu'il dirigera pendant 10 ans. Il rejoint ensuite le PS, mais son plus grand rival, François Mitterrand, l'a devancé et se présente comme le candidat naturel de la gauche. Malgré les échecs de Rocard pour contrôler le PS et ses tentatives pour accéder à la présidence, il devient le Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991. Ce dernier l'appellera son meilleur ennemi en référence à la guerre froide qui les oppose. Rocard ne s'arrêtera pas là puisqu'il retentera à la présidence à la suite de Mitterrand avant de laisser sa place à Lionel Jospin. Il devient ensuite député européen, continuant de défendre ses idées, celles d'une deuxième gauche alliant socialisme et réalisme. Il laissera derrière lui un petit record encore invaincu pour l'instant, celui du plus grand nombre d'utilisations du 49.3, 28 fois, soit un tiers du total. Alors que Valls, son héritier politique, ne l'a utilisé que 3 fois depuis aujourd'hui, et quand on voit les réactions de l'opposition, on pourrait se dire que ce monsieur Rocard ne doit pas avoir une bonne réputation. Pourtant, ces trois derniers jours, les hommages se sont succédés à la suite de l'annonce de son décès, que ce soit à droite avec Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il incarnait une certaine gauche qui refusait d'abord le sectarisme au profit d'un plus grand réalisme économique, mais aussi à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui tweet « Un éclaireur nous a quittés ». Alors, on a cherché quelqu'un qui pourrait le critiquer, mais même Marine Le Pen le décrit comme un homme de conviction. En revanche, lui n'avait épargné personne dans sa dernière interview au Point, pas même au PS. Merci beaucoup Antoine. Un peu de sport maintenant, nous retrouvons Alexia Souchet qui se trouve en compagnie d'Aurélien Delfos, journaliste à l'équipe. Merci Alexia, merci Aurélien. Pour finir, on s'intéresse à un nouveau phénomène qui se développe en France, la location d'amis. Margot Chauvineau, vous vous êtes penchée pour nous sur ce concept pour le moins original. Oui, à l'heure de Snapchat, Facebook, Twitter et Periscope, où le nombre de followers et de friends se compte par centaines, l'idée peut sembler très saugrenue. Et pourtant, plusieurs entreprises proposent désormais de louer un ami pour l'heure ou la journée. L'idée est née au Japon à la fin des années 2010 et depuis on voit fleurir les agences spécialisées telles que l'entreprise Tokyoite Client Partners. De 21 € à 225 €, tous les budgets trouveront chaussures à leurs pieds. Mais attention, il n'y a rien de sexuel, les clients doivent suivre certaines règles et ne jamais rester seuls avec l'ami loué. Et aucun contact physique n'est toléré. Ce concept étonnant s'est exporté en France. Depuis peu, l'entreprise Book a Friend vous propose de louer des amis utiles et compétents. En arrivant sur la page d'accueil du site internet, vous avez le choix entre le statut de loueur et de loué. Vous vous créez un profil, fixez un prix pour une prestation avec votre ami idéal qui vous accompagnera lors de vos sorties, deviendra votre confident ou votre jardinier. Pour la psychanalyste Danielle Brun, il faut garder à l'esprit que l'amitié reste un sentiment. Et le site le confirme, vous ne louez pas l'amitié d'une personne mais son temps libre. Nous voilà rassurés. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais si ces entreprises prospèrent, c'est que malheureusement, il existe un réel besoin, un manque de contact, y compris dans les grandes villes très peuplées. Une étude réalisée en 2015 par la Fondation de France montre ainsi que 5 millions de Français sont seuls et que 80% des Français se sentent seuls. Un chiffre qui témoigne d'un mal-être auquel il serait peut-être bon de s'intéresser. Eh bien, merci beaucoup Margot, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Il est 16h et aujourd'hui nous allons faire un point sur les primaires américaines. Nous aurons le plaisir de recevoir Julie Wilquet, journaliste chez RTL Belgique pour parler de la couverture des attentats en Belgique. Nous nous intéresserons ensuite à un label de musique très spécial, Safen Records.
Et pour finir, nous reviendrons avec notre journaliste musique sur le festival Main Square qui s'est terminé ce week-end. Mais avant de donner la parole à notre équipe de journalistes, un rapide tour de l'actualité de la matinée. Et on commence avec la politique française. La commission d'enquête sur les attentats de 2015 a rendu ses conclusions ce matin. Le député républicain Georges Fenech, à la tête de la commission parlementaire, s'est exprimé en faveur d'une refonte du gouvernement. Après 6 mois d'enquête, c'est donc 39 propositions qui ressortent. Parmi lesquelles, un meilleur suivi des personnes fichées S, une création d'une agence nationale du renseignement ou encore une coopération internationale. En Hongrie, le 2 octobre prochain, un référendum va être organisé sur la répartition des réfugiés dans les pays membres de l'Union européenne. Ce référendum est proposé par le gouvernement malgré l'opposition du Premier ministre. Quelques réfugiés iront peut-être aux Balkans puisqu'hier, durant le sommet Paris-Balkans 2016, se déroulant à Paris, les dirigeants des pays des Balkans de l'Ouest se sont réunis pour discuter de l'élargissement de l'Union européenne après l'annonce du Brexit et de leur intégration. À Toulouse maintenant, où le corps d'un homme de 50 ans a été retrouvé dans une cage d'escalier, poignardé de plusieurs coups de couteau tôt ce matin. Il a été tué par sa compagne d'un soir qui évoque la légitime défense. Fortement alcoolisée, elle a été placée en garde à vue à l'hôpital. Elle présente plusieurs blessures. Et enfin, une bonne nouvelle pour la communauté scientifique. Jupiter dispose désormais d'un nouveau satellite et son nom est Juno. Après 5 ans et 3 milliards de kilomètres parcourus, la sonde a réussi ce matin sa mise en orbite autour de la plus grosse planète du système solaire. L'objectif, en savoir plus sur les origines de Jupiter, ainsi que son impact sur la vie terrestre. Elle passera donc 14 jours autour de la planète pour recueillir ces données qui seront analysées par la suite. Depuis le 4 novembre 2008, Barack Obama est au pouvoir. Aujourd'hui, il termine son 2e mandat. Ne pouvant pas être réélu, ses concurrents s'opposent avec ferveur. Il y a d'une part Hillary Clinton et de l'autre Donald Trump. Tandis qu'Hillary Clinton continue sa course à la Maison-Blanche, Donald Trump, le candidat républicain, dérape une nouvelle fois sur Twitter. Pénélope, à 125 jours des élections, où en est Donald Trump ? Monsieur Trump reste encore énormément critiqué, bien qu'il ait gagné les primaires des Républicains. Critiqué pour ses propos xénophobes, racistes ou encore misogynes. Un exemple, il remettait en cause la parole du juge Gonzalo Curiel sur l'enquête contre la Trump University, due à ses origines mexicaines. Ses propos sont remis en cause par son propre parti. Critiqué également par ses affirmations mensongères. D'après le site du fact-checking américain PolitiFact, 78% de ses propos peuvent être considérés comme mensongers. Il a affirmé que l'administration d'Obama a soutenu Al-Qaïda ou que le taux de chômage réel des États-Unis est de 42%. Il a également été sujet à de nombreux scandales par le passé. Dans les années 70, il fut lié à de nombreuses fois à la mafia et il sous-paya des ouvriers polonais sans papier pour la construction de la Trump Tower à New York dans les années 80. Il est aussi réputé pour ses nombreux dérapages qui démontrent son manque de professionnalisme. Le 2 juillet dernier, il tweete un montage accusant Hillary Clinton d'être corrompue en inscrivant la candidate la plus corrompue dans une étoile de David, symbole de la culture juive. Le tweet a bien évidemment été qualifié d'antisémite. Trump est donc logiquement devenu sujet aux moqueries de la pop culture, de par un jeu de cartes humoristique reprenant ses phrases les plus chocs, en passant par un jeu vidéo permettant aux utilisateurs de lui transplanter un corps de pierre, ou encore le site trumpdonald.org, utilisé plus de 130 millions de fois, qui permet de le décoiffer à l'aide d'une trompette, sans oublier les milliers de mèmes présents sur le web. En plus d'être le candidat le plus controversé des élections américaines, Donald Trump est décidément devenu un phénomène médiatique, ridiculisé par les médias et plus particulièrement sur Internet. Merci Pénélope pour ces renseignements. Au cours des dernières années, chaque mois, de nouveaux attentats font des victimes partout dans le monde. Il y a quelques jours, c'était à Bagdad. Il y a 4 mois, c'était la Belgique qui était violemment attaquée par des terroristes du groupe État islamique. Nous avons le plaisir de recevoir Julie Wilquet sur le plateau pour nous parler de la couverture médiatique de ces événements tragiques. Merci Luc et merci à Julie d'être venue sur ce plateau. Et on part tout de suite à la découverte d'une jeune femme étonnante qui a créé son propre label 100% féminin. Mélanie, dites-nous en plus. En effet, c'est Laura Lewis Paul, une trentenaire britannique, révoltée par l'absence des femmes dans l'industrie de la musique, qui est à l'origine de ce label qui leur est entièrement réservé. Un projet sur lequel elle a travaillé plusieurs années, et qui a finalement vu le jour en septembre 2015, date à laquelle Saffron Records a représenté sa première artiste. Avant de se lancer dans cette aventure, la jeune femme travaillait depuis plus de 6 ans dans l'industrie créative. Sa mission, aider les jeunes à réaliser leurs projets artistiques. Elle avait donc déjà une expérience dans les labels de musique.
Très attachée à Bristol, une ville située dans le sud-ouest de l'Angleterre, Laura préfère que son label se développe dans un premier temps dans ses environs, dont elle ne sous-estime pas le potentiel. Soutenant les femmes de 16 à 24 ans, Saffron Records offre des cours sur le développement lyrique, l'identité et la maîtrise de la voix des jeunes chanteuses, qu'elles aident dans leur recherche de producteurs, musiciens et vocalistes, afin de leur donner toutes les chances possibles de s'immiscer dans le monde de la musique. Le label a développé 3 axes de travail, l'apprentissage, la signature de contrats et enfin les programmes scolaires. Saffron Records propose un catalogue d'artistes très complet, on espère bientôt retrouver certains talents sur nos ondes. Merci Mélanie. Et on termine cette édition sur le festival qui a fait danser des millions de nordistes ce week-end, le Main Square. Romane, vous avez couvert l'événement pour nous. En effet, sur les réseaux sociaux, les retours sont déjà très positifs et des centaines de photos ont été publiées. Certains internautes attendent déjà la nouvelle programmation avec impatience. Pour cette édition 2016, la diversité des artistes proposés a ravi tous les participants du festival, regroupant rap, électro et électropunk, rock, variété française et medley pop classique. À l'affiche cette année, des dizaines de talents internationaux parmi lesquels on retrouve notamment Disclosure, Years and Years, Iggy Pop, Salut c'est cool et aussi les Insus. D'après les gérants du concert, cette édition a été beaucoup plus calme que les précédentes, avec seulement 500 blessés et 6 arrestations. Un bilan très satisfaisant d'après la préfecture du Pas-de-Calais. N'oublions pas que les concerts à gros effectifs comme celui-là présentent toujours des dangers plus ou moins importants. Si vous avez prévu de participer à d'autres festivals semblables au Main Square cet été, je pense par exemple à Mugilak qui ouvrira ses portes vendredi soir. Restez tout de même vigilants mais amusez-vous. Merci Romane. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, il est 9h. Ce matin nous serons en direct de Bagdad dans les rues d'une ville endeuillée. Point sur les conséquences politiques du Brexit et l'inquiétude des Britanniques. Nous rejoindrons également notre envoyé spécial à la Gay Pride de Toronto où un événement historique est en train de se dérouler. Retour également sur les hommages qui se multiplient en France après le décès de Michel Rocard. Et à la fin de ce journal, nous vous parlerons d'un business étonnant, la location d'amis. Enfin, une thérapie tout en douceur, la calinothérapie. Mais avant de donner la parole à notre équipe de journalistes, un rapide tour de l'actualité de cette matinée. L'Irak en colère après les attentats de Bagdad, plus de 210 morts et autant de blessés ce dimanche, il devient donc l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire. Ce gouvernement est un échec, déclare l'une des victimes. L'État vient de déclarer 3 jours de deuil national et prévoit une modification des mesures de sécurité. Nous reviendrons sur cette information plus tard dans le journal. Vague d'attentats suicides rares en Arabie Saoudite où des kamikazes ont fait exploser leurs bombes lundi près de différentes mosquées, dont celle de la ville sainte de Médine. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées par le groupe terroriste Daesh, qui a pourtant perpétré plusieurs attentats suicides dans la région cette dernière année. Le bilan provisoire est de 4 morts. Du côté de la France, le rapport de la commission d'enquête sur les attentats de 2015 a rendu ses conclusions ce matin. Le député républicain Georges Fenech, à la tête de la commission parlementaire, s'est exprimé en faveur d'une refonte du gouvernement. Après 6 mois d'enquête, c'est donc 39 propositions qui ressortent, parmi lesquelles un meilleur suivi des personnes fichées S, une création d'une agence nationale du renseignement ou encore une coopération internationale. Une petite pensée également pour les 700 000 candidats qui ont découvert ce matin les résultats du baccalauréat. Le suspense a pris fin ce matin à 8h pour les académies d'Aix-Marseille, Lyon et Orléans-Tours, tandis que les élèves de l'académie de Bordeaux devront retenir larmes de joie ou de déception jusqu'à 16h. Pour les moins chanceux, les rattrapages démarrent dès demain et s'étendront jusqu'à vendredi, en particulier pour les candidats de confession musulmane célébrant l'Aïd. En cas d'échec, les élèves peuvent redoubler dans leur lycée. Les résultats définitifs seront connus samedi. Et enfin, une bonne nouvelle pour la communauté scientifique, Jupiter dispose désormais d'un nouveau satellite et son nom est Juno. Après 5 ans et 3 milliards de kilomètres parcourus, la sonde a réussi ce matin sa mise en orbite autour de la plus grosse planète du système solaire. L'objectif, en savoir plus sur les origines de Jupiter, ainsi que son impact sur la vie terrestre. Elle passera donc 14 jours autour de la planète pour recueillir ces données. Et on part tout de suite pour rejoindre notre correspondant Luc Winkler en direct de Bagdad. Bonjour Luc, alors quelle est la situation dans la ville ? Je me trouve en effet à quelques rues du quartier de Karada, frappé dimanche par l'explosion d'une voiture piégée qui a fait 213 victimes. Et ici, on peut le dire, la tension est très palpable. Le risque de nouvelles attaques et la colère de la population rendent l'atmosphère explosive.
Avec l'aide de la coalition internationale, le gouvernement irakien a remporté plusieurs batailles contre le groupe État islamique ces derniers mois. On le constate notamment à Tikrit, Ramadi et plus récemment à Falloujah, mais son autorité est remise en question par les attentats meurtriers au cœur de Bagdad. La sécurisation de la ville est cependant une tâche extrêmement difficile. La sécurisation de la ville est une tâche extrêmement difficile dans une métropole aussi peuplée que Bagdad et dans laquelle des milliers de véhicules transitent chaque jour. La principale cible des critiques est le Premier ministre Heider al-Abadi, que l'on accuse de ne pas prendre les mesures nécessaires pour protéger la population, comme avec l'installation de détecteurs d'explosifs inefficaces, mais qui sont toujours présents dans les checkpoints policiers et militaires. Le mécontentement envers le Premier ministre s'est illustré dimanche par son accueil houleux sur les lieux de l'attentat, où son convoi fut la cible de jets de pierre. Espérons que les 3 jours de deuil national permettront de calmer les esprits. Merci beaucoup, Luc. Après le référendum du vendredi 24 juin qui a annoncé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les politiques se déchirent et les pro-Brexit font profil bas. La succession de David Cameron au poste de Premier ministre reste incertaine, tandis que les Britanniques ne savent plus comment agir. Marine Corbel, envoyée spéciale au Royaume-Uni, a accepté de faire le point sur la situation. Et oui, Ilona, la vie politique anglaise est mouvementée. Après une annonce de candidature, Boris Johnson lâche la bombe. Il ne succédera pas à David Cameron. Le parti conservateur se déchire et la favorite Theresa May a fait de l'unification de son parti son cheval de bataille. La nouvelle dame de fer sera notamment face à Michael Gove, considéré comme le Judas de son camp. Si les conservateurs sont dans la tourmente, ça ne va pas très fort non plus chez les travaillistes. Jeremy Corbyn est détesté par la presse britannique et la moitié du cabinet fantôme démissionne. Un analyste politique de la BBC affirme même « Ce n'est pas une scission, mais plus une implosion générale ». Quant à Nigel Farage, le président europhobe de UKIP, il abandonne le navire déclarant « Mon objectif de sortir de l'Union européenne est atteint, j'ai accompli ma mission ». Si l'éclatement général des partis agace une majorité de la population, le naufrage anglais renferme également son lot d'actes xénophobes en forte augmentation depuis le Brexit. Les témoignages s'accumulent alors que les sympathisants du Leave temporisent et semblent vouloir ralentir au maximum le divorce avec l'UE. Merci beaucoup Marine. On part maintenant rejoindre Margot Brick, envoyée spéciale à Toronto au Canada. Margot, vous couvrez pour nous la Gay Pride et le Premier ministre vient de faire son apparition. Je suis actuellement dans les rues de Toronto où le Premier ministre du pays vient d'arriver à la marche des fiertés pour la Gay Pride canadienne. C'est assez exceptionnel ici. Jamais un Premier ministre canadien n'avait fait une telle sortie. L'annonce de sa venue a valu plusieurs commentaires positifs dans les médias et particulièrement sur les réseaux sociaux. Les réactions étaient d'autant plus nombreuses que cette marche intervient 1 mois après la tuerie d'Orlando. La seconde plus grande attaque terroriste aux États-Unis. 50 morts dans une boîte gay. Cet attentat a choqué le monde entier. Des célébrités ont exprimé leur soutien à la communauté avec la campagne Stop the Hate par exemple. L'occasion pour certains de faire leur coming out sur Twitter. Il y a une évolution inachevée. Le contexte homophobe a été évoqué dans peu de médias américains. Ainsi, l'acceptation des LGBT par tous continue de progresser et reste un enjeu important. Merci beaucoup Margot. Mort d'un cancer ce samedi 2 juillet à l'âge de 85 ans. Arrête-toi, tout le monde change et puis tu passes mon tour. Ouais. C'est bon pour tout le monde ? Ok ? Bon, moi tu fais le commencement sur Antoine. Mort d'un cancer ce samedi 2 juillet à l'âge de 85 ans, Michel Rocard a marqué le paysage politique français des 50 dernières années. Antoine Paulet, journaliste politique, vous revenez pour nous sur sa longue carrière. Merci Ilona. Michel Rocard, né en 1930, rapidement, il sort diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Déçu par les SFIO, il fonde le Parti Socialiste Unifié qu'il dirigera pendant 10 ans. Il rejoint ensuite le PS, mais son plus grand rival, François Mitterrand, l'a devancé et se présente comme le candidat naturel de la gauche. Malgré les échecs de Rocard pour contrôler le PS et ses tentatives pour accéder à la présidence, il devient le Premier ministre de François Mitterrand de 88 à 91. Ce dernier l'appellera son meilleur ennemi, en référence à la guerre froide qui les oppose. Rocard ne s'arrêtera pas là, puisqu'il retentera la présidence à la suite de Mitterrand, avant de laisser sa place à Lionel Jospin. Il devient ensuite député européen, continuant de défendre ses idées, celles d'une deuxième gauche alliant socialisme et réalisme. Il laissera derrière lui un petit record encore invaincu pour l'instant, celui du plus grand nombre d'utilisations du 49.3, 28 fois, soit un tiers du total, alors que Valls, son héritier politique, ne l'a utilisé que 3 fois depuis aujourd'hui.
Et quand on voit les réactions de l'opposition, on pourrait se dire que ce monsieur Rocard ne doit pas avoir une bonne réputation. Pourtant, ces 3 derniers jours, les hommages se sont succédés à la suite de l'annonce de son décès, que ce soit à droite, avec Nicolas Sarkozy qui dit qu'il incarnait une certaine gauche qui refusait d'abord le sectarisme au profit d'un plus grand réalisme économique, mais aussi à l'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon qui tweet « Un éclaireur nous a quittés ». Alors, on a cherché quelqu'un qui pourrait le critiquer, mais même Marine Le Pen le décrit comme un homme de conviction. En revanche, lui n'avait épargné personne dans sa dernière interview au Point, pas même au PS. Merci Antoine. Et dans cette actualité trop souvent dominée par des informations tragiques, il est bon de savoir se ressourcer. Sixtine, vous vous êtes intéressée pour nous à une toute nouvelle forme de thérapie. Et oui, cette discipline qui vient tout juste de voir le jour s'appuie sur la répétition d'un geste naturel et vital, le câlin. Notre éducation et l'essor des nouvelles technologies ont établi une barrière virtuelle entre les hommes. Aujourd'hui, il est étrange de prendre dans ses bras un inconnu. Pourtant, faire ou recevoir un câlin libère de l'ocytocine, hormone du bonheur, entraînant la chute du stress. Le professeur de psychologie à l'université de Pittsburgh a mis en évidence que les patients ayant reçu des câlins luttaient plus efficacement contre le rhume. La chaleur humaine produite par les câlins protège contre les effets du stress psychologique. Notre peau, qui est sensible, développe un langage qui nous transmet des émotions grâce à un ensemble de neurones qui sont dédiés à notre cœur. Le câlin apaise le rythme cardiaque et la pression artérielle. Si on en croit une psychologue et auteure d'un livre sur la câlinothérapie, il faudrait faire entre 8 à 10 câlins par jour pour être en bonne santé. Donc, vous l'aurez compris, faites-vous des câlins les uns les autres et si vous n'avez pas de proches avec qui partager cette activité, n'hésitez pas à tester l'un des ateliers câlins. Et si vous avez la chance de voyager en Inde, partez à la rencontre d'Ama, la star internationale des câlins. Eh bien, merci beaucoup Sixtine. Maintenant, on s'intéresse à un nouveau phénomène qui se développe en France, la location d'amis. Margot Chevineau, vous vous êtes penchée pour nous sur ce concept pour le moins original. Oui, à l'heure de Snapchat, Facebook, Twitter et Periscope, où le nombre de followers et de friends se compte par centaines, l'idée peut sembler très saugrenue. Et pourtant, plusieurs entreprises proposent désormais de louer un ami pour l'heure ou la journée. L'idée est née au Japon à la fin des années 2010 et depuis on voit fleurir les agences spécialisées, telles que l'entreprise Tokyoit Client Partners. De 21 € à 225 €, tous les budgets trouveront chaussures à leurs pieds. Mais attention, il n'y a rien de sexuel, les clients doivent suivre certaines règles et ne jamais rester seuls avec l'ami loué. Et aucun contact physique n'est toléré. Ce concept étonnant s'est exporté en France. Depuis peu, l'entreprise Book a Friend vous propose de louer des amis utiles et compétents. En arrivant sur la page d'accueil du site internet, vous avez le choix entre le statut de loueur ou de loué. Vous vous créez un profil, fixez un prix pour une prestation avec votre ami idéal qui vous accompagnera lors de vos sorties, deviendra votre confident ou votre jardinier. Pour la psychanalyste Danielle Brun, il faut garder à l'esprit que l'amitié reste un sentiment. Et le site le confirme, vous ne louez pas l'amitié d'une personne mais son temps libre. Nous voilà rassurés. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais si ces entreprises prospèrent, c'est que malheureusement, il existe un réel besoin, un manque de contact, y compris dans les grandes villes très peuplées. Une étude réalisée en 2015 par la Fondation de France montre ainsi que 5 millions de Français sont seuls et que 80% des Français se sentent seuls. Un chiffre qui témoigne d'un mal-être auquel il serait peut-être bon de s'intéresser. Merci beaucoup Margot. On continue tout en douceur avec l'arrivée sur les écrans du dernier animé Pixar, Le Monde de Dory. Après 13 ans, Disney se décide enfin à sortir la suite du Monde de Nemo. On vous laisse écouter la bande-annonce. Tu as entendu ? Quoi ? Qu'est-ce que... J'ai entendu quelqu'un dire « Eh oh !» Ça grouille de poissons par ici. N'importe quel poisson peut faire « Eh oh !» Là, juste là. Là où ? Là. Ah, là. Bonjour, je m'appelle Dory. Et où sont tes parents ? Il aura tout de même fallu attendre 13 ans avant de découvrir cette bande-annonce du Monde de Dory, annonçant la suite du film événement Le Monde de Nemo. Rappelez-vous, c'était en 2003, des millions de spectateurs tombaient sous le charme du petit poisson clown. Cette fois-ci, Le Monde de Dory a dépassé le million de spectateurs en une semaine et se place premier du box-office. L'intrigue se construit donc autour du personnage secondaire Dory, poisson chirurgien amnésique qui recherche ses parents. Le spectateur est alors propulsé dans le passé de Dory et démêle à ses côtés ses troubles de la mémoire immédiate. La vapeur est alors inversée, on est sorti de l'histoire du père traversant l'océan pour retrouver son fils, et c'est Dory qui part à la recherche de sa famille et de sa mémoire. Un schéma qui pourrait laisser craindre un scénario trop répétitif,
mais en proposant une ouverture et une critique de notre société par la distanciation sans pour autant diaboliser les humains, le monde de Dory parvient à contourner le problème grâce à un message beaucoup moins polémique. Certains lui reprocheront peut-être un manque d'action. Aux scènes de course-poursuite, les réalisateurs ont préféré développer une vision plus empathique du personnage, qui ouvre une réflexion plus profonde et peut-être plus philosophique que le monde de Nemo. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont encore les spectateurs. On écoute leur réaction à la sortie de la projection du film hier soir à Lille. À la base, t'as le père qui cherche son fils, là c'est l'enfant qui cherche les parents. Mais la réa est pas mal, les clins d'œil à l'ancien univers aussi, ils sont vachement bien amenés. Et en plus, quand j'ai vu le monde de Dory, ça m'a rappelé mon enfance, donc ça m'a fait des liens. Même les nouveaux personnages sont bien aussi. Surtout le poule. Ouais. Il y a des personnages vachement riches. Quoi, Je pense en fait qu'il y a plus la place de la pollution par rapport au monde de Nemo. Le thème de la pollution est plus abordé dans le monde de Dory. Allez, j'attends trop. Ça vaut le coup d'aller le voir. Un public donc séduit par de nouveaux personnages doublés en français par les célèbres Franck Dubosc, Mathilde Seigné, Philippe Lelouch ou encore Kev Adams, ainsi que la talentueuse Céline Monsarrat qui prête sa voix à Dory et à Julia Roberts depuis maintenant plus de 20 ans. C'est donc grâce à un travail d'orfèvre, de modélisation et un superbe jeu de lumière que le monde de Dory emboîte fièrement le pas au film précédent en gardant les mêmes décors et personnages hauts en couleur. Les studios Pixar nous peignent un portrait touchant de ce personnage atypique qu'est Dory, qui nous rappelle grâce à sa chansonnette que parfois, il suffit de ne pas trop réfléchir et de foncer, quitte à se tromper et à recommencer. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nage? Eh bien, merci beaucoup Thibaut, merci d'avoir suivi notre émission et rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée.